L'Équateur est un pays qui a tout pour être heureux. C'est un pays qui a du pétrole, qui a de l'or, tout pousse, il y a de la pêche, du tourisme, ce n'est pas un désert sur la frange côtière comme au Pérou. Donc c'est un pays qui devrait normalement s'en sortir beaucoup mieux qu'actuellement. Il y a une population qui n'est pas gigantesque, 12-13 millions d'habitants. Il y a 500 ans de métissage, hein, c'est la particularité du continent, hein, de la conquête espagnole. Hein, donc 500 ans de métissage et des communautés qui se sont mélangées difficilement. Les esclaves donc, qui sont arrivés au début de la conquête espagnole, les indigènes, une population au début blanche mais qui est devenue métisse, et tout ça cohabite. Et c'était pas toujours facile, il y a beaucoup de racisme. Mon nom est supposé être métis, mais je ne le suis pas. Ma mère est indienne et mon père est aussi indien. Mais en réalité, nous ne sommes pas indiens, mais Urunas. Potentiellement, tous les habitants de l'Équateur ont du sang indien dans les veines et du sang espagnol. Donc ça dépend de comment on se reconnaît. Si quelqu'un qui a, par exemple, ne serait-ce que 10% de sang indien, enfin, dit « mais moi je me sens indien », bah, mais cette personne est un indien. On a nos propres coutumes, nos propres manifestations, notre propre langage et des signes particuliers, comme la couleur de la peau, les cheveux. Les femmes, nous avons les cheveux longs et bien noirs. Maintenant, je vais mettre le jus sur ce verre pour me maquiller. Cela vient d'un palmier qu'on appelle chonta. Et maintenant, je commence mon maquillage avec un dessin que j'imagine en rapport avec la jungle et les animaux. Mais on le fait plus souvent pour une fête, pour donner à boire de la chicha. C'est une façon de partager notre joie et nos émotions avec la communauté. Ça ne se voit pas beaucoup, mais la couleur aura noirci demain. Je n'ai pas vécu les moments difficiles de mon peuple. Mais les anciens me racontent qu'avant, si tu n'adorais pas, on te punissait. Et comme c'était au nom de Dieu et qu'il est puissant, si tu ne le faisais pas, il te châtiait. Si on n'a pas la chicha, on meurt de faim. Parce que parfois, dans nos communautés, on n'a pas de nourriture. C'est notre aliment principal. Pour la fête de la communauté, toutes les femmes se rassemblent et commencent à mâcher. Chacune a apporté son manioc et sa yuca. Dans la maison, elles s'entraident et commencent à faire la chicha. Elles mettent le tout dans une marmite et commencent à piler avec une masse, pendant que d'autres ont déjà commencé à mâcher. Il faut mâcher jusqu'à ce qu'elles deviennent bien liquides. Ensuite, elles la mélangent jusqu'à ce qu'elle devienne sucrée. La femme qui fait la chicha la plus sucrée grâce à sa salive est la meilleure. Mais le plus important, c'est de montrer qu'une femme indigène est capable de penser et de prendre des initiatives.
Moi, je suis métisse. Je pense que j'ai du sang indien, noir, blanc. Autrement dit, je suis équatorienne. La communauté noire est celle qui probablement aujourd'hui a le plus besoin de se revendiquer. La province d'Esmeraldas, où beaucoup de Noirs sont concentrés, très pauvres. C'est une province qui a des richesses agricoles, le bois, etc., mais services de santé, comme dans tout le pays, l'éducation, les hôpitaux sont minables, les écoles ne valent rien. Et c'est une communauté à qui l'Équateur ne donne pas vraiment d'opportunités. Je viens de la communauté de Tana. C'est un petit village qu'on a formé grâce à ma bonne volonté. Je suis donc le fondateur de cette communauté. Je suis le premier homme à y être arrivé et au tout début, j'y habitais seul. Grâce à des petits chariots comme celui-ci, on peut descendre et rendre visite à la communauté. Mais pour aller vers l'extérieur, on est obligé de le pousser. Et si jamais il est chargé, il faut le pousser avec force. Quand il est trop lourd, on utilise des chevaux. En premier lieu, pour avoir un travail, il faudrait qu'il y ait une route. Là où il y a une route, les gens peuvent se déplacer et faire n'importe quel travail. Mais ici, ça fait approximativement 2 ans que c'est paralysé, à cause d'un éboulement qui n'a toujours pas été dégagé. J'ai une très grande famille de 9 enfants. Et pour eux, je n'ai pas assez d'argent pour leur permettre d'étudier. Le plus beau cadeau que je souhaite leur faire, c'est de leur payer des études, pour qu'ils puissent subsister dans de meilleures conditions et peut-être même partir dans un autre village et trouver du travail. Et s'ils ne font pas d'études, ils ne trouveront pas de bon travail. C'est pour ça que je me sens mal, parce qu'on est abandonné. Nous avons connu plusieurs crises économiques. Depuis 1995, il y a des problèmes dans le pays, pour de multiples raisons. En particulier la guerre contre le Pérou en 1995, qui a commencé à compliquer les choses. Par la suite, 2 présidents élus ont été évincés lors d'un coup d'État. Le premier, Abdallah Boukaram, après 6 mois de pouvoir, il s'appelait le Fou, il a donc été destitué par le Congrès pour folie. Récemment, Jamil Mawad, donc une crise politique, des soulèvements indigènes relativement importants, et une crise économique très grave en 1999. Eh bien, nous sommes ici chez moi. Nous sommes en train de travailler comme toujours. Ceci fait partie de notre culture. On est en train de travailler en ce moment. Tout ça, on le fait en groupe. En tant qu'organisation, nous avons vu qu'en étant unis, on pouvait se sortir de cette crise qu'on est en train de subir en ce moment, nous les indigènes. On est seulement de la main-d'œuvre. On n'a pas de connaissances en termes de commercialisation. C'est pour cela que nous ne pouvons pas évoluer. Par exemple, avec cette nappe de 4 personnes, on gagne $9.
Notre commerce n'est pas rentable parce qu'on n'a pas comme les autres entreprises une commercialisation directe. La finalité serait quand même d'obtenir une commercialisation vers l'étranger. Et peut-être que dans ce cas-là, on pourrait espérer vivre mieux. Parce que c'est notre travail. Cela fait partie de notre culture. Comme le dit ma sœur, on a appris cela de nos mères. Ces travaux ont été apportés par les métis pour que nous, les indigènes, nous leur servions de main-d'œuvre. Nous l'avons fait et nous le faisons toujours. Personnellement, je fais les dessins, les broderies. La dollarisation s'est faite de façon très précipitée, sans plan préalable, ce qui a causé beaucoup de désastres. En premier lieu, il y a eu le gel des avoirs bancaires, qui en a laissé de nombreuses familles équatoriennes dans la misère, dans la rue. Et lorsque s'est fait la conversion du sucre au dollar, toute la population équatorienne a été perdante. La dollarisation, c'est un peu une camisole de force. Donc si ça marche, parfait. Mais s'il y a des problèmes à l'exportation, si le prix du pétrole baisse, comme c'est le cas actuellement, eh bien l'Équateur n'aura pas de dollars et ne peut pas en imprimer. Donc là, pour éviter le déficit, il faudra couper dans les budgets et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer maintenant. Le sucre, un matin, il était à 8 000 sucres pour $1, à midi, il était à 18 000, à 14 h, il était à 15 000, etc. Donc on ne peut pas prévoir, à 3 mois, 6 mois, sans parler de 9 mois. La dollarisation a mis fin à tout ça. Nous étions habitués au moment de la dollarisation à ce qu'un dollar vale 25 000 sucres. Alors les centimes n'avaient plus aucune valeur. 1000 sucres, ça ne représentait plus rien. Aujourd'hui, quand les gens entendent $1, cela paraît très peu. Les produits qui valaient 20 centimes de dollars avant la dollarisation ont pris la valeur $1. C'est l'histoire classique en Amérique latine. Ce n'est pas le pays d'ailleurs où la différence est la plus élevée. Il y a des pays où c'est encore plus scandaleux, mais si elle existe et elle est forte. Donc effectivement, il y a une classe aisée qui a une bonne partie de la richesse nationale. Une classe moyenne qui est en difficulté, qui a perdu beaucoup de son pouvoir d'achat. Et environ 60% de la population qui vit dans la pauvreté, dans l'indigence, etc. Le chômage, ça n'est que 10%. Ce qui pour ici est pas mal, mais il y a plus de 50% de sous-emploi, c'est-à-dire des gens qui ont un emploi, mais un emploi qui ne leur suffit pas pour payer le loyer, etc. Donc c'est ce qu'on appelle le sous-emploi. Donc il y a à peu près un Équatorien sur 4 qui a un emploi qui lui donne suffisamment pour payer l'éducation, l'école, la nourriture, etc. Donc tous les autres ont des problèmes. Para aquellas personas pues que sufren de reumatismo, artritis, calambres, golpes, hinchazones, torcedura, dolor de espalda, dolor de cintura, le estamos recomendando aplicarse la pomada oriental. La pomada oriental está recomendada especialmente. Yo me llamo Joana Compromero. Je m'appelle Joana Compromero. Je suis fille de pêcheurs. Je veux travailler dur et entretenir mes parents comme des rois. Cela a toujours été mon rêve. Parce que je pense qu'ils ont fait beaucoup pour nous. Ils nous ont fait grandir. Je pense que nous sommes maintenant capables de prendre la relève. Ils ont beaucoup souffert pour nous nourrir, pour nous donner une éducation. Dale,
Ce n'est pas parce que nous sommes des femmes qu'on ne peut pas aider dans la pêche. Notre rôle est aussi important. On descend quand ils arrivent sur la plage. Nous les aidons à ranger leurs affaires. On participe à l'effort physique pour les aider à remonter les barques. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le changement de monnaie n'a pas été un bénéfice total pour nous. Car dans la pêche, la production du poisson ne donne quasiment rien. Alors il y a un manque à gagner. Je crois que s'il y avait un changement de gouvernement qui lutte pour notre patrie, il pourrait y avoir un futur meilleur. Mais si on continue ainsi, avec notre gouvernement actuel, je pense que ça va aller de mal en pis. Les gens veulent se dépasser et aller toujours plus haut. Et celui qui n'est pas impliqué dans la société restera toujours un ignorant. Si je lutte, je suis sûre que j'y arriverai. Un jour, je serai ce que je veux être. Ah non, mais je ne parle pas de la population, je parle de la classe, dirigeante. C'est un pays où les élites ne font pas leur travail. C'est-à-dire qu'on devrait vivre si on était vraiment dans une aristocratie qui est le gouvernement de l'élite, si l'élite faisait son travail en fonction de l'intérêt populaire, le pays irait beaucoup mieux et sans que ce soit très difficile. Parce qu'encore une fois, l'Équateur a des atouts naturels. Malheureusement, on ne vit pas en aristocratie ici, on vit une fausse démocratie, on vit en fait une oligarchie, c'est-à-dire que le gouvernement d'une minorité qui protège ses propres intérêts. Ça paraît encore très marxiste tout ça, je ne suis pas marxiste, et pourtant c'est une réalité ici dans ce pays. Mais c'est aussi la faute de la population. Je veux dire, la population vote aussi pour des gens que l'on connaît. La population vote aussi pour des gens, des populistes qui promettent tout. La population aussi se trompe. Alors c'est probablement dû à l'éducation. L'éducation dans ce pays est une catastrophe. Et ça aussi, par exemple, c'est grave pour l'avenir de l'Équateur. Une grande partie de la population équatorienne réside aux États-Unis, en Italie, en France et en Espagne principalement, créant une nouvelle forme de problème social en Équateur. Les indigènes, comme moi, ont commencé depuis tout petit. Par exemple, moi je me suis consacré dès l'âge de 7 ans à cette activité qu'est l'artisanat. Encore aujourd'hui, je continue à faire le même travail en étant ici, en gagnant ma vie avec les tapis. Comme beaucoup de mes camarades voyageaient vers l'Europe, moi aussi j'avais envie de découvrir d'autres horizons. Depuis que je suis petit, je fais de la musique. Alors, j'ai gagné ma vie peu à peu.
Parce qu'ici, à vrai dire, je la gagne pas très bien. Alors que mes compagnons de voyage, eux, ils la gagnent vraiment. Quand on est en terre étrangère, on pense toujours qu'il y aura un Équatorien pour nous aider lorsqu'on est triste. Regarde ce qui s'est passé cette année. Un de mes amis est mort là-bas, dans un accident de voiture. Je voudrais encore voyager, car ici la vie est très dure. Comme je suis un père de famille qui a 7 enfants, alors je veux partir exposer mon artisanat, faire quelques petites affaires et un peu de musique. Sans la musique, ce serait un peu plus dur de voyager. La solution est peut-être dans l'espoir. De plus en plus de gens sont conscients de la situation. Ils disent que les politiciens ne sont pas tous corrompus. Je pense qu'il faut garder un certain espoir, une confiance envers les politiques, envers nous-mêmes. Ne pas attendre non plus que tout vienne du gouvernement. Aujourd'hui, on dit que c'est possible. C'est possible de lutter contre la corruption, si on s'unit. C'est possible de lutter pour sortir de la misère, si on est unis. C'est possible de lutter pour faire un Équateur plus grand, si on est unis. C'est un pays où les gens sont très gentils, il y a une chaleur, il y a une simplicité que parfois on n'a pas ailleurs. Mais c'est un petit peu aussi un pays qui, quelquefois, ça m'énerve de voir que malgré, bien qu'ils aient tous les atouts, encore une fois, ils ont du pétrole, de l'or, on pousse quelque chose, on plante une graine, ça pousse, il y a les Galapagos, il y a des belles plages, on pourrait avoir un développement du tourisme fabuleux, il n'y a pas une très très grosse population. C'est un pays qui devrait être heureux, pas fatalement très riche, mais c'est un pays qui devrait aller bien. Ça m'énerve de voir ce qui ne marche pas, ça m'énerve de voir que les gens continuent de voter pour une classe politique corrompue, ça m'énerve de voir les mêmes problèmes année tras année, tous les ans. Si je lutte, je suis sûre que j'y arriverai. Un jour, je serai ce que je veux être.